auditeurs à Kinshasa, c'est l'heure du grand magazine Kinshasa Direct sur votre chaîne. Merci de nous recevoir chez vous. Deux sujets et deux invités ce soir. Le premier, Giresse Sanzala, cadre de l'UDPS. Avec lui, nous allons parler des priorités du futur gouvernement. Et l'autre invité, c'est Dieudonné Mouchagaloussa, coordonnateur de la société civile. Avec lui, nous allons parler justice, notamment l'affaire Salomon Kalonda. Mais bien avant, tout cela, place aux grandes lignes de l'actualité avec Damaris Kaembe. Merci Grâce Lambo. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité sur Télé 50, c'est tout de suite. Protocole d'accord de collaboration entre le ministère de l'Industrie et l'Office congolaise de contrôle. Désormais, les produits Monde in DRC seront certifiés par l'OCC. Le protocole d'accord signé ce mercredi entre les deux parties permettra la commercialisation de produits à l'extérieur du territoire congolais. La crise s'enlise dans la partie est du pays où les terroristes du 1-23 tentent, mais sans succès, de récupérer la cité des Saké. Entre-temps, la situation humanitaire reste toujours inquiétante pour les déplacés de guerre. En sport, Héritier Louvumbu est arrivé ce mercredi à Kinshasa après une décision controversée de son club de résilier son contrat. Il a été accueilli par le ministre de Transport et Loisirs, Kabulo Mwana Kabulo. Louvumbu quitte le Rwanda suite à une suspension et une résiliation de contrat sur fond de gestes symboliques lors d'un match. Tous ces grands titres seront développés dans notre édition 19h. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Grâce Lambo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Le futur gouvernement aura du pain sur la planche entre le social et l'insécurité à l'est du pays ainsi que l'économie qui bat de l'aile. Quelle priorité pour ce gouvernement, le premier du deuxième mandat du chef de l'État? On en parle tout de suite. Giresse Sanzala nous a rejoint sur ce plateau. Vous êtes notre premier invité, cadre de l'UDPS. Bienvenue. Merci. Alors, le futur gouvernement interviendra dans les jours qui suivent au regard des attentes de la population. Que devra être le profil, notamment d'abord du futur Premier ministre? Eh bien, merci Madame pour l'invitation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes dans un contexte où le pays est confronté à un défi sécuritaire. Vous le savez, ces jours, la recrudescence de l'insécurité à l'Est, c'est un flot qu'il faut absolument endiguer pour espérer améliorer même la société congolaise. Vous savez, dans un contexte où le pays est en guerre, en tout cas, c'est difficile, en tout cas, je dirais même impossible de parler du développement les sociétés congolais. Donc je pense que le prochain gouvernement, il sera bien entendu dirigé par un Premier ministre beaucoup plus d'abord loyal envers les chefs d'État et puis qui a l'essence de l'intérêt général. Il doit former un gouvernement qui doit d'abord mettre beaucoup de moyens sur l'armée parce que la guerre à l'Est, condamnons le Rwanda. Il y a même des gens qui disaient qu'il faut absolument condamner, ça ne doit pas se limiter là. Il faut poser des actes et l'acte qu'il faut poser maintenant, c'est qu'il faut déclencher ou faire la guerre avec le Rwanda. Bien sûr, c'est une guerre sous-traitée parce que nous faisons face à des multinationaux, mais qui utilisent le Rwanda, évidemment le M23. Donc il faut que nous ayons au préalable une armée qui soit à mesure de sécuriser la population, l'intégrité territoriale. Ensuite, le gouvernement se focalisera sur des questions d'ordre économique et social. Vous avez parlé de l'armée, mais pour plusieurs observateurs, nos militaires ne sont pas vraiment motivés. Qu'en pensez-vous? En fait, vous dites bien, les militaires ne sont pas motivés. Je pense que c'est un problème qu'il faut considérer parce que, vous savez, en RDC, nous avons un sérieux problème d'inégalité sociale. Donc, il y a
trouverez des gens qui sont extrêmement riches et d'autres qui sont extrêmement pauvres. Et donc, le chef de l'État, à travers le prochain gouvernement, doit travailler sur la redistribution équitable des revenus nationaux. Et par là, les militaires, ils doivent être motivés, bien payés, bien encadrés, bien équipés. Et surtout, notre armée, nous le disons qu'il faut... l'armée, elle n'est infiltrée, pas équipée, mais je pense que le chef de l'État, lors de son premier mandat, il a posé des bases. Maintenant, il faut agir. Il faut en tout cas extirper de l'armée tous celui, toutes celles qui seraient impliquées dans des affaires de détournement, d'infiltration, de trahison. Et en ce moment-là, qu'on peut espérer avoir une armée beaucoup plus homogène et qui soit en mesure de dissuader les actes posés par l'ennemi. Au-delà de la sécurité et du social, le futur gouvernement fera également face à la lutte contre la corruption. Comment y remédier selon vous? Bon, personnellement, je salue ce que fait l'IGF. C'est déjà quelque chose qu'il faut encourager. Il faut lutter contre d'abord les coulages des recettes, rendre la gestion de la chose publique beaucoup plus orthodoxe. En ce moment-là, il y aura moins de recettes qui seraient détournées. Et la justice aussi doit faire son travail. Le procureur général près de la Cour de cassation l'a décrié en disant que vous arrêtez le soir, le lendemain, vous signez un document accordant la liberté provisoire et après c'est fini. Donc nous avons besoin d'une justice qui soit en mesure d'accompagner l'IGF qui fait un travail extraordinaire. Au-delà de ça, on aimerait avoir aussi un Parlement qui fait réellement son rôle. Vous savez, le Parlement a des rôles, légiférer et puis le contrôle. Et on a vu que la législature qui vient de passer, le Parlement a servi comme une caisse de résonance du gouvernement. Et on a vu, il y a trop de complaisance. On décrit un député soulève la question de dépassement budgétaire et le président de l'Assemblée cautionne. Et ce sont des choses qui n'ont pas permis d'avoir une Assemblée nationale qui soit à même à mesure de contrôler. Madame, il n'y a pas de respect des lois, il n'y a pas l'orthodoxie, il n'y a pas de sanctions. Donc, nous sommes des humains, on est africains. Lorsqu'il y a une sorte de complaisance dans les contrôles, complaisance dans l'exercice de l'action en justice, écoutez, les gens vont se complaire. Évidemment, il n'y aura pas l'éradication de la corruption. Donc, je peux me résumer en disant la justice, les députés doivent conjuguer des actions dans le sens à soutenir l'IGF qui fait un travail extraordinaire. Écoutez, il faut aussi bien payer les gens. Vous savez, les gens qui travaillent dans des régies, ils mobilisent des fonds et en contrepartie, ils doivent être bien payés pour les mettre hors des temps de commettre des fraudes, des concussions. Et en ce qui concerne l'emploi de jeunes, comment le futur gouvernement peut s'y prendre? Le chef de l'État en a fait son cheval de bataille. Il faut trouver du boulot pour des jeunes. Vous savez, aujourd'hui, très malheureusement, je salue le travail du ministre de... C'est ce qui a toujours été dit, trouver du boulot pour les jeunes, mais concrètement, ça ne se réalise pas. J'en arrive, madame. Je venais de dire tout à l'heure que j'ai apprécié ce que fait le ministre Eliaou, parce qu'il faut, après tout, rajeunir l'administration. Il l'a fait, il a mécanisé, il a payé. C'est un travail extraordinaire ce qu'il a fait. Et maintenant, le chef de l'État, avec l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, ils s'emploient et nous avons besoin d'avoir des gens qui créent des emplois. Et il y a une structure qui est mise en place, l'ANADEC, de concert avec la structure que je viens de citer. Ils travaillent et pour l'instant, il faut avoir des banques maintenant qui soient à mesure de financer des jeunes. En sortant de l'université, ils peuvent se regrouper 2, 3, 4 personnes. Ils créent une entreprise, on les soutient, on les encadre et ils deviennent des millionnaires comme le chef d'État dit. Ce n'est pas quelque chose de magique. Il faut de la volonté, il faut de la détermination et un bon encadrement, ça peut arriver. Au-delà de ça, il faut aussi assainir les climats des affaires des investissements, les doing business. Il faut que le gouvernement assainisse les climats des affaires. Nous avons aujourd'hui tout un tas de taxes qui sont quasiment inutiles. Ça s'apparente à une forme de tracasserie et ça n'aide pas les hommes d'affaires. Moi, je suis juriste, je travaille avec beaucoup d'hommes d'affaires, mais ce que je vois, pour qu'on vous arrache un rendez-vous auprès d'un ministre, il faut donner de l'argent. C'est compliqué. Donc, ce que je veux dire, il faut assainir les climats d'affaires, poser des actions qui attirent les investisseurs. En ce moment-là, on aura le boulot. Il ne faudrait pas forcément penser, en sortant de l'université, je dois chercher un numéro matricule, c'est ce qui s'est dit. Donc, il faut réfléchir comment créer des actions. Et les secteurs importants, c'est les secteurs privés. Vous avez parlé de complaisance, Jérès Sanzala. Alors, ces complaisances arrivent quand certains ministres ou cadres dans les entreprises viennent des partis politiques, des regroupements politiques. Doit-on mettre fin à cela cette fois-ci? Il y a une différence à faire. Pour mettre une personne à la place qu'il faut.
Bon, je pense qu'il a toujours été fait. Il y a une différence. En tout cas, il faut faire une différence entre la fonction politique et une fonction de l'administration. Je suis régulièrement les ministres Eliaou qui, lorsqu'il faut engager au sein de l'administration publique, ils organisent des tests, que ce soit dans des régies financières ou des établissements publics ou entreprises publiques. Mais lorsqu'on est nommé ministre, on est censé composer son cabinet avec des personnels politiques, des gens sur qui vous avez confiance. Et là, c'est différent. Quand vous dites qu'il faut... ils ont raison de choisir qui ils veulent parce qu'il s'agit d'une fonction politique. Donc, il faut avoir des gens sur qui on a totalement confiance. Mais pour tout ce qui est des fonctions relevant de l'administration publique, il faut forcément qu'on organise des concours, des tests pour avoir des gens qui répondent aux critères. Et que pensez-vous de la taille du gouvernement? Parce que pour la population, 65, 67 ministres, inclus les vice-ministres, c'est un peu trop. Qu'en pensez-vous? Bon, écoutez, moi j'ai travaillé sur cette histoire d'essai des représentativités qui avait l'objectif de resserrer, en tout cas, d'amener la classe politique à une sorte de grands ensembles. Bon, vous savez, quand on est dans une assemblée nationale composée de 350 pour 500 députés, ou 400 députés, on a 100 à 200 groupes politiques, donc il faut s'attendre à des conciliabules pour former le gouvernement. Donc l'essai des représentativités avait pour rôle de décourager les petits partis pour ramener tout le monde dans des grands ensembles, afin que nous ayons une action politique qui soit l'émanation d'un seul parti. Donc, un parti comme l'IDPS aujourd'hui gagne les élections, il nomme un gouvernement, place un gouvernement qui répond selon son idéologie. Et aujourd'hui, c'est difficile parce que nous avons une sorte de fragmentation des forces au niveau de l'Assemblée. On aura un gouvernement éléphantesque que nous voulons. Donc vous appuyez cela? Non, je n'appuie pas. Je suis réaliste. Je suis réaliste. J'ai dit, au regard des forces politiques à présence, au regard du nombre de partis qui disposent des élus, et il faut composer. Bon, l'IDPS a beaucoup plus d'élus. Bon, il y aura certainement un Premier ministre, mais il va falloir collaborer avec des gens pour former le gouvernement. Mais si vous me posez la question, selon mon avis, je dirais 45 personnes, y compris les vice-ministres, ferait bien la taille du gouvernement. Alors, faut-il renouveler la classe politique ou changer carrément? Parce que pour la population, cette classe politique a beaucoup déçu, M. Giresse Sanzala. Bah, écoutez, il faut renouveler, bien sûr. Parce que c'est dans cette classe politique qu'on va puiser. Tous ces ministres, tous ces vice-ministres viennent toujours de là. Moi, comment faire? Je dis, madame, je n'aime pas me livrer à une sorte de conflit générationnel parce que je me dis, ceux qui sont aujourd'hui ont commencé. Nous, on commence aujourd'hui, après quelques années, nous serons vieux aussi. En fait, il faut remplacer. Qui il faut remplacer? Nous avons des gens qui ont fait du boulot. Je prends l'exemple de, excusez-moi de parler trop de lui, Liaou. Il a fait un travail. Vous le défendez beaucoup, hein? Ouais, bon, je l'aime bien parce qu'il a fait du boulot. Sam Alukonde, il a fait du boulot. Il y a des gens qui ont fait du boulot s'il faut renouveler leur mandat, je dirais tant mieux. Mais il y a des gens qui se sont comportés comme des petits commissionnaires parce que tout ce qui leur préoccupait, c'était d'avoir de l'argent et rien que l'argent. Ce sont des gens qu'il faut envoyer en tout cas à la retraite, des gens qui se sont fortement compromis, qui n'ont rien servi à la nation et qui n'ont eu qu'à se servir seuls. Donc ce sont des gens qu'il faut remplacer, sinon mettre de côté. Mais il y a des gens qui travaillent bien. Je peux vous citer, même dans des régies financières, celui qui a la DGI, il fait des scores extraordinaires. Est-ce qu'il faut les remplacer? Parce qu'il faut tout simplement les remplacer. Mais il fait du boulot. Il y a bien d'autres personnes qui travaillent bien, qu'il faut reconduire. Mais en tout cas, ceux qui ne travaillent pas, les chefs de l'État qui dirigeaient les conseils des ministres, il est mieux placé à voir qui était à la hauteur, qui n'était pas à la hauteur. Le pays va très mal, il faut y aller vite et très vite parce que le mal est très profond, madame. Alors vous avez parlé, on parle du futur gouvernement, mais il y a un gouvernement qui est en place, qui est fin mandat. Sam Alukonde avait promis de faire de la RDC un État fort, prospère et solidaire. Selon vous, quel est son bilan? Bon, écoutez, le bilan de Sama n'est pas du tout négatif. Et donc, madame, c'est vrai, il était nommé Premier ministre, mais il faut voir dans quel contexte. Je dis, pour être honnête envers vous, envers moi-même, je dirais que Sama, son bilan, il est positif. Il a placé les pays sur la trajectoire du développement. Il a posé des bases. Peut-être c'est lui qui va venir faire mieux. Mais en tout cas, Sama, il a stabilisé un tout petit peu le taux d'échange, qui est un facteur important pour le développement. Il a mécanisé beaucoup de fonctionnaires, il les a payés, il a financé les élections.
Il a, bien entendu, sous l'impulsion du chef de l'État, il a donné beaucoup plus de moyens à l'IGF, qui est devenu un instrument important dans le contrôle de gestion finances de l'État. Et je dis, pour moi, Sama, il a fait un travail intéressant. Et je ne dis pas qu'il faut le reconduire, non, non, mais du moins, il a été à la hauteur, il faut féliciter. Le gouvernement Sama, plusieurs membres du gouvernement, vous parlez d'un bilan positif, sont accusés de corruption. Qu'en pensez-vous? Ils sont nombreux. Hein? Mais madame, si vous êtes accusé de corruption et que... c'est au sein même du gouvernement que doit commencer la lutte contre la corruption. Quand on voit des membres du gouvernement accusés de corruption qui continuent à prendre part au Conseil de ministres, qui continuent à aller en mission, on se demande, mais madame, que devient la lutte contre la corruption? Il faut préciser une chose. Vous pouvez bien être accusé. Vous savez, madame la journaliste, on peut vous accuser tout simplement parce qu'on vous n'aime pas. Vous n'aimez pas. Ce n'est pas le cas. Mais attendez, mais quelqu'un peut dire que je n'aime pas cette dame, il se voit, je ne sais pas moi à qui, il fomente un dossier pour lui, il vous accuse. Mais il y a des instançabilités qui confirment, qui voient lorsqu'il y a des indices sérieux de culpabilité et qui, le procureur général bien entendu, il remarque les allégations formulées contre X personnes, au regard des informations qu'il a, il dit, ce monsieur, c'est vrai, il a fait quelque chose, il fixe le dossier. Ce n'est que le juge qui peut affirmer que vous avez détourné, vous avez été l'objet d'une corruption ou pas. Mais il faut parfois mettre de côté tout ce qu'il y a comme spéculation. Je suis d'accord avec vous que lorsque vous êtes compromis dans des actes de corruption, vous devez répondre de vos actes, bien entendu. Mais qui doit réellement affirmer, confirmer que vous êtes réellement été dans la corruption? C'est vrai que la justice, lorsque la justice ne s'est pas encore prononcée, il faut avoir des réserves. Jérès Sanzala, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. On va prendre le deuxième invité. Le deuxième invité nous a également rejoint sur ce plateau, Dieudonné Mouchagaloussa, coordonnateur du panel des experts de la société civile. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. Je suis ravi d'être invité sur ce plateau de Télé 50. Avec vous, on va parler justice. La Cour militaire a rejeté pour la 5e fois la demande de liberté provisoire de Salomon Kalonda. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Bon, d'entrée déjà, il faut signaler effectivement que, comme vous l'avez annoncé, la justice, c'est un mécanisme par lequel on peut savoir jauger, on peut avoir l'idée sur l'image du pays et sur ce qui se passe, mais également même la Bible elle-même parle que la justice élève la nation. Et le cas de Salomon Kalonda, qui est devenu de plus en plus un cas emblématique au regard de non seulement des faits ou des griefs mis à sa charge qui sont des griefs à caractère, on peut dire politique et difficile de pouvoir décrypter, parce que lorsqu'on veut accuser quelqu'un de complot, de trahison ou de complicité avec l'ennemi ou ceci, cela, c'est difficile qu'on puisse avoir des éléments clés. Mais également, au regard de son état de santé, tout le temps, on essaye de démontrer effectivement qu'il est en difficulté, il n'est pas bien portant. On a déjà fait autant d'examens et récemment, il y a même la contre-expertise qu'on venait de faire après les examens où les bilans présentés par 19 médecins
assermentés au niveau des conseils nationaux d'ordre des médecins. Il y a également les médecins militaires qui sont toujours exigeants et qui doivent répondre non seulement au serment, mais également à l'exigence de leur métier, viennent également de confirmer que M. Salomon Idi Kalonda est effectivement malade. Donc ça, c'est un élément clé, parce que lorsqu'on disait qu'il est malade, beaucoup de gens ne pouvaient pas y croire, ou on pensait que non. Une fois que la personne est en prison, on cherche toujours des arguments ou des alibis ou des motifs pour pouvoir sortir. Mais tous les examens à ce jour, il est indiscutable, parce que tous les examens ont déjà prouvé, après avoir confronté tous les bilans, qu'effectivement M. Salomon Idi Kalonda est malade. Alors on a toujours demandé qu'il puisse bénéficier de pouvoir jouir des droits d'aller se faire soigner, qui est un droit garanti par la Constitution à l'extérieur du pays, au regard de la spécificité de cette pathologie dont il souffre. On n'a jamais cru qu'on était en train de dire la vérité, mais finalement, même les médecins ont dit non, son cas mérite d'être traité à l'étranger. Et pour cela, on a forcé de pouvoir solliciter qu'on puisse trouver une institution hospitalière dans la ville de Kinshasa où il peut être soigné. On a proposé dans les rapports des médecins militaires des centres ou des institutions sanitaires, notamment les cliniques universitaires de Kinshasa. Et le HJ. Ah voilà, vous n'avez pas confiance? Non, on a confiance, mais on a confiance aux médecins, on a confiance à tout ce qui peut se faire, mais il faut voir la réalité en face pour deux éléments. Le premier élément, c'est la chronicité de son état de santé ou de cette pathologie dont il souffre. Il souffre... Non, la maladie de quelqu'un, ça relève de son secret, donc il est difficile de pouvoir dire qu'il souffre de ceci ou cela. Mais un point indéniable, c'est qu'il est malade. Et donc cette pathologie, qui est une pathologie chronique d'ailleurs, et ce n'est pas pour rien, j'ai quand même un peu de notions dans ce domaine. Chaque fois qu'on veut soigner quelqu'un, on fait d'abord ce qu'on appelle l'anamnèse, pour savoir quelle est l'origine ou quelle est la succession, quelle est l'évolution de sa maladie. On a trouvé effectivement que c'est une pathologie qui lui fait souffrir depuis longtemps, qui mérite un suivi spécial, un suivi particulier. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, nous savons que la médecine évolue du jour au lendemain. Donc il y a un plateau spécial que la RDC n'a pas jusqu'à ce jour par rapport au traitement de cette pathologie, où il faut les retrouver à l'étranger. Et donc, en ayant proposé les deux centres hospitaliers, les médecins eux-mêmes ont émis un doute pour dire nous ne savons pas assurer la période post-opératoire. D'autant plus qu'il est connu, et vous le savez madame, que tous les décès en milieu hospitalier ou les décès liés aux interventions chirurgicales, les complications toujours c'est des complications post-opératoires. C'est-à-dire, une fois on a terminé l'intervention, parce qu'effectivement, avant d'opérer, il faut qu'on opère une personne qui est vivante, qui est en train de respirer. Pendant l'opération, on se met toujours en disposition de pouvoir stabiliser l'état de santé de la personne qui subit l'intervention. Mais les post-opératoires, il y a toujours un suivi efficace, il y a toujours des complications post-opératoires qui surviennent. Et si on ne prend pas en charge cet aspect des choses, ça conduit généralement au décès. Et les cas les plus flagrants qu'on a toujours vécu, ce sont des gens qui subissent l'intervention chirurgicale, lorsque les plateaux qui devraient faire les suivis, ou les médecins qui devraient faire les suivis, tout en état scientifique, tout en état, toute la connaissance possible, mais s'il manque des éléments de soutien, des éléments techniques, s'il manque les mécanismes appropriés pour les suivis, ça pose problème. Et donc pour nous, acteurs de la société civile, nous ne pouvons pas ne pas alerter sur les dangers de tout compatriote qui risque une éventuelle mort alors que ça peut être prévenu. Et donc, si par malheur, on arrivait à l'opérer, c'est ce qu'il faut craindre à Kinshasa, et qu'il lui arrive quelque chose de plus grave qu'on ne souhaite pas, bien sûr, vous voyez comment est-ce que ça va affecter la République, madame. Donc, affecter la République? Bien sûr, puisque ce sera l'image du pays qui va être écrochée. Ce sera l'image même de ce qui nous dirige qui va être écrochée. Salomon, on n'est pas le seul prisonnier. Non, non. La différence, c'est celle-ci, madame. C'est-à-dire, on alerte sur un cas. La mort, on ne peut pas la prévenir. La mort, on ne peut pas la refuser quand elle arrive. Mais si on trouve qu'effectivement cette situation est en train d'amener vers un décès ou vers une complication qui peut entraîner la mort, pourquoi ne pas prévenir avant l'état?
alors qu'il est possible de pouvoir les transférer à l'extérieur, comme d'ailleurs les recommandent les médecins qui ont fait ces choix ici pour dire qu'ils ne sont pas à mesure de pouvoir assurer la période post-opératoire au regard de la chronicité de cette pathologie. Et donc, nous avons vu d'autres personnes qui étaient dans les mêmes circonstances, des temps et des lieux d'ailleurs, qui ont été évacués à l'extérieur. Et donc, nous pensons que M. Salomo Idi Kalonda, comme tout citoyen congolais, au-delà de ses appartenances politiques, parce que pour nous de la société civile, nous n'avons pas besoin de voir la couleur politique de tel ou tel lorsqu'on défend quelqu'un. On le défend d'abord comme personne humaine, comme image de Dieu, et on essaie de sculpter et de scripter que disent les lois de la République par rapport à ces cas. Et donc nous pensons que au lendemain de la prestation de serment du chef de l'État, surtout que dans ses propres mots, nous, ça nous met à l'aise, nous. Mais souvent, on accuse la société civile d'être sollicitée par les politiciens. Parce non, madame. Nous, ça nous met à l'aise parce que le serment du président de la République, au-delà ou même en dehors de son discours, il a parlé de 3 éléments importants. Il s'agit de la garantie de l'intégrité territoriale, il s'agit du respect de la Constitution, mais au finish, en toile de fond, du respect de la dignité humaine. Ce sont les mots prononcés par le président de la République dans son serment. Et nous pensons que pour pouvoir mettre ça en musique, pour pouvoir respecter ces serments, pour pouvoir prouver à la face du monde, donc il y a ces cas qui concernent la dignité humaine de tout Congolais, et les cas de Salomo Idi Kalonda qui est sous examen. Donc nous pensons que pour besoin de la dignité humaine, il est important qu'on puisse les permettre d'être évacués à l'étranger et ne pas donner l'opportunité ou l'occasion à ce que quelque chose de malheur lui arrive, parce qu'on aura averti. Et je crois que même les dirigeants, ceux qui nous dirigent, on n'a aucun intérêt et de pouvoir ne pas les permettre d'aller se faire soigner à l'extérieur parce qu'il est congolais comme l'ensemble des autres. Sinon, une certaine opinion risque de croire qu'il s'agit d'un camp politique. Et à ce moment, s'il s'agit d'un camp politique, ça perd toute la valeur, ça perd toute la constance, ça perd tout le contenu des griefs qui sont mis à sa charge. Parce qu'à ce moment-là, on ne verra plus de problèmes d'ordre judiciaire, mais on verra des problèmes d'ordre politique, ce qui pour nous, la société civile, risque de constituer ou risque d'être perçu comme un acharnement, comme de l'intolérance, mais aussi comme une tache d'huile sur la justice que nous voulons pour tous. En tant que société civile, vous suivez de près cette affaire, maintenant que la demande de liberté provisoire a été rejetée pour la 5e fois. Quelle est la suite de ce dossier? Oui, la suite, c'est qu'on sait très bien que, comme je venais de le dire, les motifs ou les griefs qui sont mis à sa charge méritent d'être défendus par une personne qui est en très bon état, qui est en bonne santé. Parce que s'il n'est pas en bonne santé, il aura difficile de se défendre et donc la vérité ne sera jamais connue. Et je pense que c'est dans l'intérêt de la justice, raison pour laquelle ils ont demandé la contre-expertise avec des médecins militaires qui ne sont plus des médecins civils pour que la personne puisse être en bonne santé. Vous imaginez, madame, si on vous accuse de tout ce qu'on met à charge de Salomo Idi Kalonda et que vous n'êtes pas en bonne santé, vous n'aurez pas l'occasion de mieux vous défendre. Et donc, il est de l'intérêt de la justice, il est de l'intérêt de ceux qui les poursuivent de pouvoir lui mettre dans des conditions requises, dans des conditions agréables pour qu'il puisse se défendre en étant en bonne santé. Mais ces humilités en tant qu'élu du Maniema ne jouent pas en sa faveur? Oui, parce que jusque-là, effectivement, vous venez de le dire, madame, il est parmi quand même les rares qui ont été, ce qui prouve d'ailleurs l'intégrité de Salomo Idi Kalonda, parce que tout en étant en prison, il a bénéficié de la confiance des milliers et des milliers de personnes de sa circonscription électorale, au point où il est sorti meilleur élu de Kindu, je crois, là où il a postulé au Maniema. Et donc, si c'était quelqu'un qui était criminel, entre guillemets, par rapport à ce qu'on l'accuse d'être en connivence avec les ennemis de la République, donc, la population quand même sait décrypter, madame. La population sait voir pour dire non, cette personne quand même mérite ceci ou cela. Et je crois que même si on doit écouter la voix de la raison, parce que on dit ceci, j'ai lu un grand philosophe qui disait que le pouvoir en Afrique n'est pas dans la vérité, mais dans l'opinion. Le fait que l'opinion s'est exprimée en faveur
de Salomon Idkan. Donc, ce serait une bonne réponse à ces milliers de personnes qui lui ont exprimé cette confiance. Et donc, nous pensons que ça pouvait lui permettre de pouvoir valider son mandat et qu'il puisse siéger en tant que député provincial là où il a été élu. Et je crois qu'il peut produire un travail important pour la République en contribution par rapport à cette institution provinciale où il devra Mais vous, en siéger. tant que société civile, quelle démarche vous entreprenez en faveur de Salomon Kalonda, à votre niveau? Oui, à notre niveau, la démarche d'abord, c'est celle que nous sommes en train de faire. Et merci pour Télé 50, parce que Télé 50 a toujours été ces médias qui donnent l'opportunité aux porteurs de voix de multiples personnes. Notre rôle, c'est de pouvoir alerter, c'est de pouvoir prévenir, c'est de pouvoir communiquer sur tout cas, sur toute situation qui n'est pas en conformité avec la loi ou toute situation qui peut affecter la République. Et les cas de Salomon et celui-là, donc nous sommes en train d'alerter, nous sommes en train de communiquer. Nous allons écrire au président de la République qui est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République et surtout, non seulement comme garant, mais comme magistrat suprême. Les prérogatives lui confèrent ses rôles, ses droits comme magistrat suprême de pouvoir agir. Et donc, il n'y a pas d'immixtion, il n'y a pas de dire que nous sommes en train de demander au président de la République ce qui n'est pas faisable ou ce qui n'est pas en rapport avec ses fonctions ou en rapport avec son pouvoir. Donc la Constitution lui confère ce mandat-là et comme magistrat suprême, il peut apprécier, il peut juger tel ou tel cas et pour l'intérêt d'ailleurs de la République, mais également dans l'intérêt supérieur de l'image de cette dignité humaine que nous réclamons, que nous voulons, que vous et moi, que chaque Congolais puisse être traité comme image de Dieu partout. Vous parlez de Salomon qui est malade, mais il y a aussi d'autres prisonniers qui sont malades. Pourquoi vous parlez plus de Salomon et les autres? C'est ce qui fait croire que vous avez été contacté par son parti politique, par ses proches. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce que je crois que vous avez lu la lettre ouverte que nous avons adressée au président de la République. Nous avons énuméré autant de personnes qui sont concernées. Le cas de Salomon Idi Kalonda, qui est en état malade, qui mérite d'être évacué. Nous avons parlé des cas de Mike Mukebai. Nous avons parlé des cas de Papi Mpungu. Nous avons parlé des cas de votre confrère Stanislas Boudiakera. Donc nous avons fait le monitoring de tous les cas emblématiques qui méritent une attention particulière du président de la République, d'autant plus que ce sont des cas au regard des motifs qui sont mis à leur charge. On peut considérer comme si ce sont des cas politiques et nous pensons, on ne peut pas ne pas le dire, madame, il faut des solutions, il faut des interventions politiques par rapport à ça, parce que si ça demeure comme ça, une opinion risque de mettre ça au dos des hommes politiques comme un acharnement ou comme un cas de règlement de compte, ce que je ne pense pas que le président de la République peut se permettre de faire alors qu'il est au second mandat. Et donc, nous pensons effectivement que dans son discours également, il a dit que les choses passées sont passées. Il va corriger les choses à venir. S'il y a eu des cas de détention, s'il y a eu des cas de traque, s'il y a eu des cas de poursuite, s'il y a eu des cas de menaces, s'il y a eu des cas de dérapage au niveau de la justice, nous pensons que c'est le moment qu'il peut le faire. Et donc, ces cas-là, nous les avons relevés en bonne et due forme, en toute objectivité, madame. Nous avons écrit au président de la République pour lui dire voici des cas qu'il faut essayer qui attirent votre attention pour que finalement l'image non seulement du pays mais de la justice. Madame, permettez-moi une seconde. Vous imaginez que le président de la République, lors d'une mission, lors de son mandat passé, il va à l'extérieur du pays, on lui pose la question sur le cas de Stanislas Boudiakera. Si peut-être on a eu l'occasion de donner les informations fiables au président de la République, il ne pouvait pas suivre comment il faut dire, on ne pouvait pas lui jeter ça à la face. Et moi, comme Congolais, je ne souhaite pas que mon président de la République, lorsqu'il est à l'extérieur, on puisse lui reprocher des situations pour lesquelles il peut trouver une solution au pays. Et donc, si demain, les malheurs arrivent, nous espérons, nous prions le bon Dieu que ça n'arrive pas, pour l'ensemble de la population congolaise,
ce ne serait pas, il sera mal à l'aise, madame, qu'on puisse lui poser quand même des questions sur des cas qu'il peut résoudre, sur les cas auxquels il peut donner des réponses favorables. Il a répondu à cette question sur Top Congo. Il a dit que c'est au niveau de la justice, il laisse la justice faire son travail. Oui, oui, il a répondu que ce n'était pas. Mais vous pensez qu'il y a des choses, il y a des motifs qui ne convainquent pas lorsqu'on donne des réponses. Et nous pensons que vous pouvez dire une chose, mais ceux qui vous écoutent ou l'opinion a une autre image. Et pour nous, nous continuons à lutter. Nous continuons à travailler non seulement pour l'amélioration des institutions de la République, en commençant par la première institution qui est le président de la République et toutes les autres institutions, nonobstant effectivement ce que nous avons vécu sur le plan électoral. J'aurai l'occasion de revenir dans les prochaines émissions, mais également l'image du pays. Et vous savez, madame, il y a quand même des nations, il y a des pays où les cas des journalistes, où les cas des défenseurs des droits humains, où les cas des hommes politiques, quand ces cas ne sont pas bien traités, ternissent l'image du pays. Il n'y a pas que la RDC, il y a d'autres pays. On vous dit non, tel cas par rapport à l'ensemble des autres sort de l'extraordinaire et il faut y attirer beaucoup d'attention. Alors, à ce stade, est-ce que le camp de Salomon compte introduire encore une 6e demande de liberté provisoire? Moi, personnellement, madame, comme acteur de la société civile, je respecte la justice, on ne peut pas interférer, je ne peux pas dire ce que ça va faire, mais je crois qu'il est de son droit, il va utiliser tous les mécanismes légaux, il va utiliser il va exploiter toutes les possibilités pour pouvoir encore réintroduire. Et je crois qu'il n'y a aucun interdit qu'il puisse encore introduire une demande de mise en liberté provisoire. Il peut toujours introduire cela pour lui permettre effectivement non seulement de se faire soigner. Et puis, madame, je pense, à mon avis, comme commentaire d'un citoyen congolais, si réellement Salomon Idi Kalonda était coupable, vous pensez qu'on laisserait tout ce temps comme ça? C'est peut-être parce qu'on continue à chercher comment est-ce qu'on va trouver des preuves qu'on n'a pas pu réunir avant. On cherche comment est-ce qu'on va encore essayer, puisque nous savons les conditions dans lesquelles il avait été cueilli au tarmac de l'aéroport d'Indjili. Nous savons comment est-ce qu'il a été détenu d'une manière extrajudiciaire. C'est un fait, c'est connu. Et donc, moi, je suis tenté de croire que jusque-là, il n'y a pas de preuves palpables qui pèsent sur lui. Fort heureusement que la justice ne s'est pas encore prononcée parce qu'on n'est pas encore dans les fonds. Mais dès qu'on y arrivera, la vérité finira par éclater. Et donc... On va parler du panel des experts de la société civile. Qu'est-ce que vous faites exactement dans ces structures dont vous êtes coordonnateur? Oui, le panel des experts de la société civile, c'est une structure qui est très bien connue au niveau national et spécialement ici à Kinshasa. On essaie de faire des analyses sur des questions contextuelles et conjoncturelles dans certaines thématiques, surtout la question liée au processus électoral. Nous avons beaucoup travaillé sur cette question pour alerter sur ce qui nous est arrivé. Nous sommes dans la question sur la gouvernance pour pouvoir aider les dirigeants de servir, pas d'anti-pouvoir, mais des contrepoids du pouvoir. Ça, je pèse bien, c'est notre rôle et c'est connu de tous. Et également, cette question des droits de l'homme, c'est une question qui nous intéresse au plus haut point. Mais également, nous avons toujours été, et c'est la raison, madame, de mon intervention ce soir, nous avons été toujours du côté des faibles. C'est-à-dire les personnes qui sont en difficulté, les personnes qui méritent un appui. Nous avons toujours été aux côtés de ces personnes-là, aux côtés de la population pour pouvoir les aider, pour pouvoir essayer de porter haut la voie qu'il faut ou qui n'arrive pas à aller plus loin. Et voilà un peu. Les panels experts, nous sommes dans plusieurs provinces, notamment 16 provinces sur les 26 où il y a des coordinations provinciales. Nous avons une 50aine d'organisations membres et nous sommes structurés comme toutes les autres organisations de la société civile. Vous avez dit que vous parlez pour les faibles et les faibles qui sont à l'Est. Que dit votre panel des experts de la société civile et la situation qui prévaut à l'Est du pays présentement parce que c'est l'actualité? Oui, la situation qui prévaut à l'Est du pays pour le moment nous préoccupe au plus haut point et raison pour laquelle nous avons écrit au président de la République pour dire non, nous avons besoin de pouvoir avoir une cohésion nationale pour que l'ensemble de la population congolaise, l'ensemble des forces vives, l'ensemble des acteurs politiques et toute la société nationale, nous puissions converger dans un même sens pour pouvoir
lutter contre ce qui se passe à l'Est, pour pouvoir récupérer l'intégrité territoriale, pour pouvoir éviter à ce qu'il n'y ait plus une seule goutte du sang congolais qui va être versé sur la terre de nos aïeux. Et pour ça, le président de la République, comme garant du bon fonctionnement, comme premier citoyen, peut puiser dans sa sagesse pour réunir l'ensemble de la classe, non seulement politique, l'ensemble des forces vives, pour que chacun de nous puisse amener ce qu'il peut faire pour qu'on puisse mettre fin à cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et pour nous, tout geste, madame, toute action, tout fait qui peut nous permettre de pouvoir récupérer l'intégrité territoriale, nous allons soutenir cela. Et donc, il est question de voir la réalité en face. Bunagana a été occupé pendant 600 jours. Il y a eu des militants, il y a eu des défenseurs des droits humains qui ont manifesté au palais du peuple, malheureusement, qui avaient été cueillis, qui avaient été traqués, qui avaient été détenus d'une manière extrajudiciaire. Il y a eu à l'époque à Goma les Ouazalendo qui avaient manifesté contre la MONUSCO, mais qui ont malheureusement été réprimés et il y a eu autant de morts. Nous sommes en train de vivre ce qui se passe ici à Kinshasa aujourd'hui, où la population exprime les ras-le-bol par rapport à ce qui se passe à l'Est. Et donc, le panel des experts de la société civile, ou la société civile dans l'ensemble, fait partie de cette société congolaise qui exprime ce ras-le-bol, mais qui veut voir la paix régner sur l'étendue du territoire national. Et nous, comme nous sommes pacifistes, nous travaillons pour la non-violence. Nous souhaiterions qu'on puisse trouver une voie non seulement politique, diplomatique à cette situation, mais travailler sur la cohésion nationale, parce que si on n'est pas unis, madame, au regard des défis qui sont en face de nous, il sera difficile de les vaincre. Dieudonné Mouchagaloussa, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du panel des experts de la société civile. Merci beaucoup, madame. Voilà qui met fin à ce grand magazine Kinshasa Direct. Ne nous quittez pas. Tout à l'heure à 19h, ça sera la grande édition du journal avec Christopher Ochokoum.